Bienvenue les Fartis, bienvenue sur la toile, chose promise, chose due, on parle aujourd'hui des maîtres de l'univers. Alors on va évoquer cette saga, cette mythologie, le mot n'est pas trop fort, vous allez le voir, en parlant d'un peu de tout, du début de la saga à travers des jouets, des simples jouets de chez Mattel, jusqu'aux dernières itérations de la série, sur Netflix bien entendu, chapeauté par Kevin Smith. Alors les maîtres de l'univers, moi j'ai grandi avec, quelques-uns d'entre vous je pense aussi, forcément on a tous joué avec ces espèces de bonhommes un petit peu bizarre, fait, on aurait dit, de pièces complètement disparates les unes des autres, fait pour créer des personnages qui avaient des pouvoirs complètement autres, mais qui formaient un univers cohérent, cet univers qui s'est retrouvé plus tard développé en comics, développé aujourd'hui en série, développé même dans un film avec Dolph Lundgren, mais à la base, les maîtres de l'univers, c'est assez étonnant de le voir, c'est une série de jouets. Et ça, faut le préciser, parce que tout commence en 82. À l'époque, il faut avoir une série, on est dans l'univers des produits dérivés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Star Wars. Bah ouais, on a déjà parlé de Star Wars, on a parlé des guerres de Lucas il n'y a pas si longtemps. En 77, Star Wars. Et Star Wars, ça crée un précédent dans l'univers des produits dérivés, des jouets et de tout ça. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on a un succès énormissime et on a tout un tas de produits dérivés qui arrivent sur le marché. Et forcément, on s'appuie là-dessus pour vendre des figurines de Han Solo, tout ça. Dans cet univers-là, les jouets estampillés Star Wars se taillent la part du lion. Et ça c'est normal parce que vous vous souvenez de ces petits personnages, c'était pas très bien articulé, c'était plutôt joli par contre au niveau des esthétiques, et puis surtout il y avait des véhicules superbes, et voilà que Kenner remporte la palme des produits dérivés et s'approprie tout l'univers Star Wars, et remporte surtout le marché des jouets destinés aux petits garçons. Alors, je vais vous le dire tout de suite, en préambule, je vous conseille de voir une émission qui est disponible sur Netflix, une série d'émissions même qui s'appelle The Toys That Made Us. Et ce sont des émissions absolument incroyables, on me les avait déjà conseillées il y a bien longtemps, mon cousin m'en a parlé, et effectivement ce sont des émissions absolument magnifiques, très très bien montées, très drôles, qui vont à l'essentiel une quarantaine de minutes, et on y parle de Barbie, on y parle d'Hello Kitty, on y parle de tous ces jouets qui ont bercé notre enfance, et notamment dans une émission des maîtres de l'univers. Il n'y a rien que je vais vous raconter ici en préambule de cette émission que vous ne pourrez pas découvrir dans cette émission qui est sur Netflix. Je vous conseille sincèrement de la regarder, c'est ultra fun. Vous avez tout le détail de comment la saga est venue à naître, de tout ce qui s'est passé pour arriver à faire exister ce projet complètement fou, d'un espèce de barbare, d'un espèce de mélange entre un univers à la Conan le barbare et un univers de haute technologie, de science-fiction, enfin bon, bref. Toujours est-il que nous sommes en 82 et que Kenner domine du coup les jouets pour garçons avec la licence Star Wars. Kenner, c'est qui? Ça a été monté par un ancien de chez Mattel, je vous l'ai déjà dit, Mattel a refusé les produits dérivés Star Wars, Mattel n'en voulait pas, et du coup ils se prennent le revers de la médaille parce que nous sommes en 82, 77 le premier Star Wars, 1980 l'Empire contre-attaque, 83, ce sera le retour du Jedi, là nous sommes en 82, et franchement, il n'y a plus de place pour les autres jouets, il n'y a que Star Wars partout. Il faut arriver avec une proposition, et une proposition forte, et c'est à cela que planchent tous les créateurs de chez Mattel. Il faut quelque chose, il faut arriver avec une idée, alors on tente des choses, ça marche plus ou moins, on finit par inviter des gamins, on les fait jouer, on les interroge, qu'est-ce qui te plaît, et on se rend compte de deux choses. Déjà, ce qui plaît aux gamins, c'est les univers d'Heroic Fantasy, ils se visualisent bien en barbare, en espèce de héros très fort, il faut du muscle, et dans le même temps, ils ont une appétence pour le pouvoir, les gamins, à qui on dit toujours « fais ça, range tes jouets, mange ta soupe », et ben ils ont envie à un moment de dire « non, moi, je veux exister, je veux avoir le pouvoir ». De là naît un petit peu toute cette idée des maîtres de l'univers, et on va commencer à arriver avec le personnage de Musclor, puis le personnage de Skeletor. Je vous renvoie encore une fois à l'émission de Netflix qui est vraiment très détaillée là-dessus, et qui est juste passionnante. Pour le coup, il y a plusieurs temps de passage pour cette saga, pour cette mythologie, comme je vous l'ai dit. Les créateurs de chez Mattel rivalisent d'ingéniosité pour arriver avec des concepts forts, mais malgré tout, derrière... il n'y a pas de film, il n'y a pas de série télé, pas encore. Et quand ils arrivent pour démarcher un premier grand vendeur de jouets aux États-Unis, on leur dit « ouais, mais le problème, c'est que vous n'avez pas de film derrière vous. Encore une fois, Star Wars est passé par là, vous n'avez rien derrière vous. » Et là, tout de suite, l'un des créateurs balance « si, dans chaque boîte, on balancera un petit comic books. » Vous vous souvenez de ces petits livres qui étaient fournis avec chaque figurine, avec ces espèces de petites histoires qui rappelaient Roy Howard, vous voyez, John Buscema, un petit peu très, très ancré dans un univers Heroic Fantasy à la Conan. Et ça a été inventé, d'un coup, ça a été créé sur le moment. En sortant de la réunion, l'un de ses collègues lui dit « mais tu l'as eu où? Quand cette idée ?» Juste à l'instant, donc le mec il pipote, et il refera la même chose un peu plus tard quand on lui dira ouais, enfin le problème c'est que vos histoires de comics c'est bien sympa, mais les gamins de 5 ans ils savent pas lire. Ah mais c'est pas grave, on a un dessin animé en préparation.
Total pipotage encore une fois, le mec c'est un escroc de génie, du coup ils vont démarcher tout de suite une compagnie de création de dessins animés, et ça c'est très important comme on va le voir, parce que le dessin animé a beaucoup contribué à lancer cette image de Musclor et des maîtres de l'univers. En réalité, on va se le dire tout de suite, je pense que cette saga n'aurait pas du tout eu le même visage, ni la même durée de vie sans ce dessin animé. Il faut savoir que quand on arrive, on n'a pas de dessin animé, on n'a rien, on va voir ce studio, et on lui dit, bah fais-nous un espèce de film, de dessin animé d'1h30, 2 heures, et le studio dit, bah on va vous faire une série pour le même prix, on va vous préparer une série. Il faut un an pour préparer cette série de dessins animés, la série de dessins animés qu'on connaît tous, et qui a ancré vraiment l'imaginaire de Musclor, mais aussi du prince Adam, d'Eternia, de son identité secrète à la Superman Clark Kent. Bref, quand le créateur des... Enfin, je vais dire les créateurs des jouets, parce qu'en réalité, je vais pas vous dire leur nom, ça sert à rien, et en plus, ils sont plusieurs à se disputer un petit peu la paternité du projet, c'est assez drôle d'ailleurs. Donc quand ils arrivent pour visualiser un petit peu le dessin animé, le mec, il n'en revient pas. Il voit sur grand écran, comme ça, on lui fait une projection privée, il dit « mais on va cartonner ». Et le mec d'à côté lui fait « ouais, je sais ». Donc en fait, ils sont sûrs d'eux. Et effectivement, là pour l'instant, on avait une ligne de jouets avec un château, avec une atmosphère assez sombre, avec ce barbare, avec Skeletor, cette idée de génie, ce Skeletor là qui fait peur, cette espèce de personnage en squelette. Et là d'un coup, on a le dessin animé qui va prendre une autre approche du mythe pour le rendre accessible aux plus jeunes. Alors là, on va avoir un Skeletor en train tout le temps de cacter, de ricaner, on va avoir Orko, on va avoir donc le prince Adam, l'identité secrète d'Adam, on va avoir le tigre qui va se mettre à parler, là encore le tigre. Quelle création que Cringer, quand on voit la création du jouet, c'est absolument fantastique. On est dans l'empressement, on danse d'un pied sur l'autre, comment on va faire exister cet univers, là on arrive, on a un tigre déjà qui existait pour les Big Jim, vous vous souvenez des Big Jim, ces figurines articulées là qui étaient un peu grandes, et ben là, vite, peins-moi ce tigre pour le mettre dans l'univers des maîtres de l'univers, mais il a pas du tout la même taille par rapport à Musclor, regarde on dirait qu'il peut monter dessus, et mets-lui une selle, et le mec c'est ce qu'il fait, il lui met une selle, on fout Musclor dessus, quel coup de génie, on a un tigre vert, et le mec il chevauche un tigre vert, voilà comment naissent les plus grandes légendes, mais le dessin animé va établir ce personnage du tigre, de Cringer, comme un espèce de tigre froussard, si vous vous souvenez, donc Orko, Cringer, le personnage de Tila, le maître d'armes, vraiment on a toute cette mythologie qui commence d'emblée à prendre du corps, à exister pour les gamins qu'on était. Et là-dessus, la série va vivre de sa belle vie, et on va vraiment créer de toutes pièces cet univers, cette mythologie des maîtres de l'univers. Voilà. Il faut savoir que la ligne de jouets va exister sur un temps relativement court. On parle de 82, ça arrive, et puis là on explose tous les compteurs, 83, 84, 85, on remporte tout le marché, à tel point que les femmes de chez Mattel commencent à se dire « mais c'est pas possible », donc elles trouvent la contrepartie. Et si Musclor avait une sœur, donc on invente le personnage de She-Ra, donc on enrichit un petit peu la mythologie. 86, 87, la chute. C'est-à-dire que le jouet, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, puis arrivé à un moment, il s'effondre, mais totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recettes du tout, du jour au lendemain, ça manque de mettre Mattel en banqueroute. Et alors là... encore une fois, il y aurait plusieurs explications possibles, notamment, on dit, soit la création du personnage de She-Ra aurait un petit peu détourné les jeunes garçons qui se disent, s'il y a une petite fille qui a le même pouvoir que nous, c'est moins intéressant, moi j'y crois moyennement, mais c'est surtout que, finalement, il y a eu un problème aussi d'achalandage dans les magasins, on avait moins de personnages de Musclor, moins de personnages de Skeletor, et puis finalement plus de personnages secondaires, on en créait des milliers, il y avait des tonnes de personnages secondaires, des milliers j'exagère, mais il y avait des tonnes de personnages secondaires qui servaient à rien, vous vous souvenez, il y avait quand même des personnages, les mecs ils fumaient quand même, ils prenaient des substances pour créer ces personnages-là, il faut bien se le dire, et d'ailleurs ça se voit, vous n'en douterez pas, je veux dire, souvenez-vous de Stinkor, souvenez-vous de Fisto quand même, avec son poing géant, je vous ferai pas de blague graveleuse, mais quand même, et de tous ces personnages qui ne servaient à pas grand-chose, finalement, l'homme bélier, l'homme avec son cou là qui grandissait, il y en a plein qui étaient tous plus inutiles les uns que les autres, l'homme bourdon, tout ça, finalement, quand les étals des magasins de jouets commencent à se remplir de personnages comme ça, on en perd la sève un petit peu de ce qui faisait l'ADN de la série originale, de ce qui faisait l'ADN de la première ligne de jouets, on en perd un peu le côté Musclor, Skeletor, lutte éternelle, et puis on compte à ce moment-là, c'est 87, on compte sur le film pour relancer la saga, et le film est un énorme flop, parce que le film est une énorme... on va se le dire, alors je ne déteste pas ce film, mais c'est pas un film des maîtres de l'univers, c'est-à-dire que c'est un film qui en soi, un film avec Dolph Lundgren, c'est une espèce de saga de science-fiction, le mec d'un univers parallèle qui arrive sur Terre,
En soi, il reste des belles images, il y a des trucs que j'ai toujours aimé, hein, l'arrivée de Skeletor, là, dans cette petite bourgade américaine, avec son vaisseau qui flotte, il y a plein de trucs que je trouve plutôt sympas, mais c'est juste pas un film des maîtres de l'univers. Où est Adam, où est l'identité secrète de Musclor, on voit rien d'Eternia, il y a plein de trucs qu'on voit pas... Enfin, bref, c'est une espèce de vision qui se voudrait un petit peu plus adulte, mais toujours destinée aux enfants. Et puis, c'est quoi ces personnages? C'est quoi ce personnage? Il n'y a pas Orko, il y a cette espèce de personnage à la place. Enfin, bon, bref, une toute jeune Courtney Cox. Ce film ne sert à rien. Dernièrement, je me suis surpris à le voir en Blu-ray, à me dire, ah tiens, et à me dire, mais t'es un malade. Tu l'as en DVD depuis des années, tu le revois pas. Il faudrait que je le revoie. Je sais pas si c'est encore regardable aujourd'hui, mais bref, en 87, en tout cas, c'est loin d'être un succès. Ça relance pas la saga. Voilà, la saga, elle aura vécu sa petite vie et ça s'arrête là. Vraiment? Non, pas vraiment, parce qu'il va y avoir des tentatives quand même de faire exister cet univers, au-delà d'essayer de relancer une ligne de jouets en modernisant Musclor, ridicule, au-delà d'essayer de faire revivre le dessin animé, tout ça. Il y aura surtout une tentative de chez DC de faire exister ça dans un univers en comic books. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler des comic books et on va parler aussi de la récente série Netflix. Le comic books, il est compilé